Planté dans les escalators bardés d'inox qui font la fierté des riverains et des politiques locaux, j'observe la verdure des collines andines s'effaçant sous un ciel bas. 385 mètres d'escalier mécanique desservent une ville tout en dénivelé et m'offrent une vue dominant l'agglomération encaissée. C'est une nette avancée pour l'urbanisme, une démonstration de force après les années de guerre civile, mais surtout un attrape-touriste qui me laisse tout le temps de contempler la Comuna 13 sous un autre angle. Difficile de croire qu'autrefois ce quartier était le plus dangereux du monde. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Une voile argentée enveloppe les nombreuses maisons faites de briques et de brocs entassées sur les hauteurs. Ici, les modestes constructions côtoient l'art de rue dans une volonté manifeste de s'ouvrir sur le monde. Les stigmates laissés par Pablo Escobar se marient aux graffitis dénonçant la violence omniprésente. Ces fresques peintes à la bombe fleurissent pour le plaisir des yeux, mais surtout pour que l'on n'oublie jamais les dégâts des narcos, des sicarios, des milices et des frappes de l'armée. Je l'admets, la résilience des gens du coin force l'admiration, mais ils ignorent que malgré la moiteur des 28 degrés régnant dans le secteur, la Colombie déverse encore de la neige sur LA ou dans le sud de l'Espagne. Des tonnes de poudre, aussi blanches que pures, via le Panama jusque dans les soirées huppées californiennes ou au beau milieu de la Vida Coca au cœur de Barcelone. Le trafic de drogue est officiellement affaibli, c'est ce qu'on veut faire croire à la population. Pourtant, la cocaïne s'infiltre toujours, partout, à faible bruit, mais prête à reprendre de plus belle, comme des braises d'un incendie qu'un rien suffit à raviver. Un œil sur la montre, bien que largement dans les temps, je presse le pas et dévale les marches en me faufilant entre les passants bruyants, les grands-mères bavardes et les étudiants qui se laissent porter vers le centre-ville grouillant de bon matin. Sous ma capuche, je me fonde dans la masse des habitants enthousiastes qui apprécient sans doute une paix bien méritée. Après avoir connu les guerriers, les charniers, l'opération Orion où de nombreux civils ont été tués sans la moindre distinction, la Tressée est devenue un secteur plus accueillant, presque charmant. Même si, quoi qu'on en dise, ou quoi qu'on fasse, Medellín est et restera le berceau de la coque. Je suis bien placé pour le savoir. Les mains dans les poches, la tête basse, histoire d'éviter les regards, j'arpente les trottoirs le long des devantures blanches et rouges. Je ne suis qu'une ombre fendant les ruelles défigurées par les câbles, un anonyme qui erre dans le vacarme d'une cité cherchant à reprendre le dessus, un fantôme disparu des radars. Vu de l'extérieur, je suis juste un type qui évite soigneusement les patrouilles ainsi que les gardes devant les bâtiments publics. Entre deux stations de métro, je prends soin d'esquiver les attroupements, j'ai pour habitude de m'éloigner du moindre mec en costard, et je me méfie toujours des 4x4 rutilants, au moins autant que des flics. Les pétarades des motos et des scooters sont dévorés par le passage du train aérien surplombant le béton craquelé d'une zone en chantier. À croire que plus je m'enfonce dans la Calle Nueva, plus les travaux se multiplient. À l'angle de la 45, sous des palmiers ornant un immeuble encore défiguré, un ambulante m'appâte avec sa cuisine de rue à l'odeur irrésistible. Son bagout de bonimenteur qui tient à payer ses factures et nourrir sa famille ne me laisse pas indifférent. Sensible à sa bouffe et ses arguments, je reste toutefois avare de mots et d'interactions sociales en lui réglant finalement une arepa garnie de poulet avant de renouer avec la ponctualité. Caché derrière un masque poli mais peu loquace, je poursuis mon chemin vers ce bâtiment de briques entouré de barricades, d'engins de chantier et de marteaux-piqueurs qui sévissent devant le sas des urgences. L'hôpital général de Medellín se dresse devant moi et derrière les bâches vertes protégeant de la poussière les visiteurs qui déambulent sur le parvis, un gamin assis par terre se lève aussitôt qu'il m'aperçoit. Ce petit gars à peine âgé d'une dizaine d'années trottine dans ma direction en s'assurant que personne ne prête attention à ma venue. Le môme se gratte la tête et m'emboîte alors le pas pour me faire la conversation dans un naturel tout à fait relatif. « Vous êtes pile à l'heure !»« Toujours. Comment ça se présente ?»« La voie est libre. Il fume de l'autre côté. »« Tu as bien travaillé, petit. »« C'était facile pour moi. Je suis un professionnel, vous savez. » Son regard marron et vif cherche le mien, mais je ne m'attarde pas sur son visage espiègle. Il a la fierté de ceux qui bombent le torse malgré le frigo vide, alors je lui tends l'encan encore chaud acheté spécialement pour mon petit indique et me dirige vers la porte de service où un employé semble décharger du matériel depuis son camion. C'est là que mon complice haut comme 3 pommes tire sur mon sweat noir. « Hé, je veux de la monnaie, pas de quoi manger !» Pourtant, il croque dans son casse-croûte à pleines dents, si bien qu'il tache son maillot de foot vert et blanc du Deportivo Cali, et avant de m'engouffrer dans le dos du manutentionnaire, j'extirpe de la poche de mon jean quelques billets qu'il n'a pas volés. Une liasse capable d'écarquiller ses yeux comme s'il se trouvait devant un trésor. D'ailleurs, je ne suis plus sûr qu'il écoute mes conseils. L'un n'empêche pas l'autre, mange correctement et dépense-les utilement. Tout ça, waouh, ça fait un paquet de pesos, patron.
La bouche pleine, il m'assure qu'il peut recommencer encore et encore si je le paie aussi bien à chaque fois. Sa remarque me tire un léger sourire et elle m'arrache même une once de sympathie, à tel point que je me surprends à frotter sa tignasse avec tendresse. Ne m'appelle pas patron. C'est quoi votre nom alors? Pas de nom, pas de sanction, pas de trace, pas d'enquête. Je suis un fantôme. Moi ça me va, du moment qu'il y a de l'argent à prendre. C'est quoi la suite? Il n'y a pas de suite. Avant de vouloir travailler pour moi, fais-moi le plaisir de retourner à l'école. L'école, ça sert à rien ici. Dans la rue, on n'a pas besoin de tout ça. Ouvre des livres, ils te sortiront de la rue, tu peux me croire. Les sourcils froncés, pas vraiment ravi à l'idée de potasser, ce gosse des quartiers secoue la tête et compte ses billets alors que le temps file. Attends loin d'ici, petit. On doit plus te voir dans les parages. Sa mission lucrative est terminée, il mastique lentement une dernière bouchée et m'abandonne en rangeant soigneusement son butin dans son pantalon de jogging. Je ne sais pas grand chose de lui, il ne connaît rien de moi, et c'est très bien ainsi. Reste à m'engouffrer dans la réserve sans me faire remarquer, puis remonter le corridor menant aux ascenseurs du personnel pour me hisser au 4e étage. Dans les couloirs blancs des soins intensifs, il règne une chaleur étouffante et un calme qui me facilite la tâche. L'enfilote de porte turquoise laisse la place aux box vitrées et je me pose devant le premier. Celui qui me rappelle l'homme que je suis, celui qui me ramène à mes fautes. C'est étrange que le responsable et la victime se trouvent si proches, simplement séparés par une cloison transparente. Sous les néons, le verre reflète le bas de mon visage, une bouche pincée devant celui armé d'une tonne d'appareils branchés à une beauté froide, immobile. Une rousse aux yeux clos et sous respirateur dont la poitrine ondule à la seule force du miracle de la science. Je m'apprête à ouvrir pour pénétrer à l'abri des regards, au chevet de cette femme à l'avenir incertain, mais une voix sèche me stoppe immédiatement. Ta présence n'est pas la bienvenue. Je me rétracte pour dévisager ce médecin qui arbore une fine moustache, ajuste sa blouse et feint de ne pas me connaître. Avec ses tempes légèrement grises, son visage sec et la peau mate, mon ami scrute le couloir pour s'assurer que personne ne nous voit. Puis il se racle la gorge et grimace furtivement. On ne devrait même pas se croiser. Tu en as conscience? Je sais, Tristan. Je sais. Ma voix est plus rauque que je ne l'aurais souhaité, et elle ne s'éclaircit pas lorsque mes yeux se posent sur la patiente inconsciente que je désigne du menton. Tu crois qu'il y a une chance pour qu'elle se réveille un jour? Sa figure se part alors d'un voile pessimiste et toujours méfiant, il s'approche de moi pour me répondre d'un murmure. Non, c'est statistiquement de moins en moins possible. Carmen ne parlera plus. Ok, je vois. Je fixe ce corps inerte, effleure la vitre que je tapote du bout des doigts et mon complice brise le silence dans cette étuve encore déserte. Tu ne dois pas traîner. Son frère est descendu fumer une cigarette dans la cour du hall principal. Il ne va pas tarder à remonter. Je suis au courant. J'ai mes sources. Avec ou sans source, s'il te croise, il va te sauter à la gorge. Je ne veux pas de nouvelle esclandre ici. Déjà que je risque ma place. J'espère qu'il saisit toute la reconnaissance que je lui témoigne dans mon hochement de tête. Toujours est-il qu'il en trouve sa blouse et en extirpe en catimini un dossier rouge qui doit impérativement rester sous le manteau. Tiens, il y a tous les documents qui manquaient. Des prélèvements, un listing, un rapport, des conclusions rédigées à la main. Si on apprend que je l'ai volé, je peux faire une croix sur ma carrière. Ma gorge est soudainement sèche, je passe ma langue sur mes lèvres et ouvre délicatement la pochette cartonnée. Mais Tristan m'interrompt en posant sa main sur la mienne. Ne perds pas de temps à le lire ici, mais sache que tu avais raison. Tu veux dire que... Après un ultime regard dans le couloir, il opine du chef et se met à chuchoter. Gina figure là-dedans. C'est écrit noir sur blanc. Un sentiment étouffé de colère et de déception me prive d'air un instant. Mon pouls bat l'hydne sombre d'une décision qui m'enfonce dans des actes dont on ne se vante pas. Je sens alors mon sternum se nouer et mes poings se serrer comme si la lucidité pouvait me crisper de la tête aux pieds. Le nom de Gina dans ce dossier rouge, c'est une vérité qui ne laisse plus la moindre place à la tempérance. J'en serre la chemise cartonnée entre mes mains et recule d'un pas en lorgnant les ascenseurs. Sauf que Tristan saisit ma manche. Tu peux encore faire machine arrière, tu n'es pas obligé. Je ne recule jamais, tu le sais.